RCF Notre-Dame. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question. Et j'accueille Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Alors Jean-Marie, nous vivons dans l'agriculture, dans la situation, on le sait, on l'a souvent dit, de marchés qui sont mondialisés, à peu près à tous les domaines, pour les produits finis, bien évidemment, les céréales, le sucre, etc. Tous les grands marchés sont des marchés mondialisés, mais on ne l'a pas souvent dit, c'est également le cas pour les approvisionnements, et en particulier pour les engrais. Et aujourd'hui, on a eu l'occasion d'en parler avec la déclaration de guerre de la Russie contre l'Ukraine il y a quelques années, une guerre qui n'en finit pas, et à l'époque, on avait été sensibilisé par le fait qu'on estimait que les agriculteurs français achetaient globalement 25% de leurs besoins en engrais à la Russie. Bon, il y a eu un blocage économique, etc., ce qui fait que cette quantité-là a baissé. Et on n'a pas dit à cette époque-là que nous étions également dépendants, en ce qui concerne les agriculteurs français, du prix du gaz. Et quand on parle du prix du gaz, on parle aujourd'hui, avec la guerre contre l'Iran, les guerres du Moyen-Orient plus globalement, d'un blocage du détroit d'Ormuz qui fait que un tiers des engrais qui arrivent en France passent par le détroit d'Ormuz ou le gaz pour les produire, et que tout ceci va se traduire, j'ai entendu, jusqu'à 70% d'augmentation. Donc ça mérite que nous parlions de cette problématique sur RCF, dans cette émission de l'agriculture en question, pour essayer d'y voir clair sur cette question des engrais. Alors, les grands médias parlent d'engrais, Jean-Marie. Je pense qu'il faut qu'on précise de quoi il s'agit, parce que la plupart du temps, on se rend pas bien compte que c'est pas aussi simple que ça. Alors, parlons des engrais. Voilà. Quels engrais a besoin un agriculteur ? Effectivement, les agriculteurs, en fait, ils mettent 3 grands engrais pour simplifier les choses sur leur culture. C'est du phosphate. Et le phosphate, il vient essentiellement du Maroc, donc il n'est pas concerné par le détroit d'Ormuz. Ils mettent de la potasse, qui vient d'Europe, notamment d'Allemagne et du Canada. Donc c'est pas concerné non plus par le détroit d'Ormuz. C'est un résidu industriel, c'est les fameuses potasses d'Alsace d'autrefois. Exactement. Quand il y avait des hauts fourneaux. Voilà. D'ailleurs, on n'a plus aujourd'hui de production de potasse en France, mais on l'importe de pays où il n'y a pas de problème aujourd'hui d'approvisionnement. Et puis il y a le dernier engrais, c'est l'azote. L'azote qui représente à peu près 60% du total des engrais, et c'est bien évidemment cet azote qui est concerné par le problème d'Ormuz. Mais l'azote, on l'a pas en extraction minière. L'azote, comment on l'obtient ? Alors l'azote, c'est effectivement un produit de synthèse. Et la synthèse, c'est quoi ? Ça part en fait du méthane, donc du gaz. Donc c'est un gaz. C'est un gaz qu'on combine d'origine pétrolière. Et toute la base. Avec ce gaz, on va produire en fait de l'ammoniac, et avec l'ammoniac, on va produire de l'urée. Et c'est l'urée qui est la base en fait de tous les engrais azotés. Et l'engrais qu'on retrouve dans un sac, souvent c'est de l'ammonitrate. C'est de l'ammonitrate ou de l'azote liquide. Ou de l'azote liquide. Alors quand c'est de l'ammonitrate, c'est une quantité physique de matière dans laquelle il y a de l'azote, des unités d'azote qui représentent à peu près un tiers du volume. Voilà, c'est ça. Et quand il s'agit d'engrais liquides, il s'agit d'azote liquide. En réalité, c'est une solution liquide dans laquelle il y a à peu près un peu moins de 30% d'unités d'azote. Exactement. Ce dont les plantes ont besoin. Il faut savoir que autant l'acide phosphorique et la potasse, on peut entre guillemets presque s'en passer une année parce que ça reste de façon importante en stock dans le sol. Par contre, l'azote, il y en a un petit peu dans le sol, mais l'azote filtre en fait dans les sols et on ne peut pas le stocker dans le sol, si bien que la plante en a besoin chaque année pour grandir. Alors, pas d'azote, pas de rendement.
Oui, alors justement, c'est intéressant de le dire quand même. Cette région, la Champagne-Crayeuse, qui était autrefois une terre de pouilles, de savars, où il ne poussait que des grandes herbes susceptibles de nourrir des moutons, à partir des années 50-60, grâce à la découverte des engrais chimiques, est devenue une des terres les plus fertiles du monde. Tout à fait. Et tout ceci notamment parce qu'on apporte aux plantes ce dont elles ont besoin sur un sol qui restitue bien aux plantes ce qu'on lui a apporté sous forme d'amendements ou d'engrais fertilisants, C'est ça. dont l'azote qui a un rôle essentiel. C'est ça. Donc si on arrête complètement de mettre des engrais, comme certains le suggèrent, on va retrouver la Champagne pouilleuse. Et c'est exactement ça, oui. Et effectivement, sans azote, mais c'est vrai pour la Champagne, mais c'est vrai aussi pour plein d'autres régions, pour toutes les autres régions, sans azote, on n'est pas capable aujourd'hui de faire de rendement. Et même en exploitation bio, où on ne met pas d'engrais de synthèse, eh ben on va remplacer ces engrais de synthèse par des engrais organiques, du fumier, du lisier, qui vont eux apporter l'azote nécessaire à la plante. Donc en fait, là, le substitut, on est déjà un peu loin dans l'émission, le substitut à l'azote chimique, issu de l'ammoniac, de l'ammonitrate, etc., c'est deux choses. C'est des engrais organiques, ou dans lesquels, dans le fumier, en gros, il y a de l'azote qui se dégage par la transformation biochimique. Et il y a une autre chose, c'est les bactéries capables de capter l'azote qui est dans l'air. Voilà, effectivement, il y a certaines cultures, en fait, ont cette possibilité-là, c'est notamment les légumineuses, qui sont capables, en fait, de capter l'azote atmosphérique et nécessaire pour leur croissance. C'est le cas de la luzerne. C'est le cas de la luzerne. Donc s'il n'y a plus d'engrais chimiques en Champagne, la seule culture qui pourrait subsister, ça serait la luzerne. Oui, si on caricature, c'est ça. Bon, voilà, on va éviter quand même trop les caricatures, parce qu'on n'en est pas tout à fait là, mais ça permet de comprendre. Donc, en fait, voilà la situation en ce qui concerne les besoins de l'agriculture. Et on a parlé des pays d'origine. Alors, la question qui est importante, c'est aujourd'hui, quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir de ces conflits armés, de ces guerres, sur le marché des engrais tel qu'on le connaît aujourd'hui? Alors, on l'a dit, le Moyen-Orient, c'est un gros producteur de méthane, de gaz. C'est aussi un gros producteur d'urée, c'est-à-dire qu'ils ont des usines. La plus grande usine fabrique d'urée dans le monde, elle est au Qatar. Et donc, l'engrais le plus utilisé au monde, cette urée, c'est en fait plus de 30% qui vient du Moyen-Orient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le blocage, bien évidemment, il a des conséquences énormes pour les approvisionnements en azote dans le monde. C'est pas uniquement pour l'Europe. Et ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire forcément, la première chose, par une hausse des coûts. Si le gaz qui, depuis le début de ce conflit, a augmenté de 30 ou 35%, bien forcément, comme la matière première pour fabriquer l'azote, c'est le gaz, forcément le coût des engrais azotés va fortement augmenter. On l'avait vu avec la guerre en Ukraine. On l'avait vu avec la guerre en Ukraine. Bon, ça s'était ensuite calmé, mais si on ne peut plus aller chercher notre gaz en Russie et s'il y a des difficultés pour l'avoir au Moyen-Orient, ça va être très compliqué, effectivement, de s'approvisionner correctement. Donc des coûts supplémentaires, voire si on n'a pas les quantités suffisantes, il y aura des conséquences sur le rendement des productions. Qui, si on n'apporte pas l'azote nécessaire, ne permettra pas de faire des rendements corrects. Alors si on fait un petit focus sur l'économie, Jean-Marie, en gros, combien un agriculteur dépense dans un hectare en moyenne par exemple pour du blé en engrais? Eh bien, sur du blé, l'agriculteur met environ un peu plus de 200 unités d'azote sur sa culture. Donc, au tarif actuel, on est autour de 300 €, on va dire, de coût
d'azote à l'hectare. Donc si vous l'augmentez de 30%, vous avez presque 100 € de plus de coûts à l'hectare. Alors 100 € de coûts supplémentaires à l'hectare qui vont venir s'ajouter à l'augmentation aussi du gasoil nécessaire pour le matériel. Voilà, qui elle aussi représente à peu près entre 20 et 50 € de l'hectare. Donc en gros, on est sur des surcoûts liés à ce problème d'augmentation des engrais de l'ordre de 150 € de l'hectare. Voilà, effectivement, c'est ce niveau-là. Ça représente presque moitié du revenu de l'agriculteur. Oui, du revenu de ceux qui sont les plus performants. Parce que on est plutôt sur les dernières années sur un revenu moyen qui se situe à 150 €. Oh, un peu plus que ça. Un peu plus en Champagne. Oui. Un peu plus en Oui. Champagne, qui est quand même une des agricultures les plus performantes du monde. Tout à fait. Il faut quand même le savoir. Alors, il faut quand même mettre en parallèle de ça, si effectivement, dans le monde, il n'y a pas l'azote suffisante pour alimenter les cultures, il y aura aussi des baisses de production, donc vraisemblablement des hausses de prix de marché. Oui, et c'est déjà la FAO qui tire la sonnette d'alarme et qui dit on va aller vers des famines si le prix de l'énergie pour produire les engrais continue à augmenter pareillement, ainsi que les prix du transport. Parce que c'est vrai que les produits agricoles sont des produits qui se transportent pour aller là où on en a besoin sur la planète, puisque tous les endroits de la planète n'en produisent pas suffisamment. Voilà, et notamment en Afrique, la FAO est effectivement... il y aura sans doute de grosses difficultés en Afrique si on n'a pas l'azote suffisante. Alors, ce n'est peut-être pas tout à fait la catastrophe en 2026, je vais expliquer pourquoi. Parce que le coût des engrais là qu'on est en train d'augmenter, qui va s'envoler, correspond à quelques années de production. Voilà, alors effectivement, pour l'année 2026, les agriculteurs étaient couverts en azote, ou pas à 100%, mais à quasiment 100%, si bien que les coûts dont on parle aujourd'hui, c'est pas pour la récolte 2026, c'est pour la récolte 2027. D'accord. Un peu la même chose d'ailleurs pour le gasoil, là. Parce que souvent les cuves étaient quand même assez pleines à cette époque de l'année et n'ont pas subi tout de suite les augmentations de prix. Voilà, c'est pourquoi il faut mettre peut-être un bémol à notre catastrophisme, tout simplement parce que d'ici 1 an, il peut encore se passer beaucoup de choses au Moyen-Orient. Peut-être que les choses s'amélioreront, on n'en sait rien. On souhaite en tout cas. En tout cas, c'est vrai qu'il faut toujours imaginer ce décalage qu'il y a d'un agriculteur qui dépense tout ce qui est nécessaire pour une récolte sans savoir à quel prix il va la vendre. Et donc, il y aura aussi des répercussions du fait de l'anticipation des spéculateurs sur les marchés qui vont se traduire par une augmentation des prix des produits. Oui. Qui pourrait atténuer ces inconvénients qu'on est en train de citer. Exactement. Alors, quelles sont les alternatives pour l'agriculteur aujourd'hui si les engrais atteignent un prix qui est rédhibitoire pour la rentabilité de certaines cultures? Alors, les alternatives, on en a parlé. C'est d'abord peut-être de se tourner vers des engrais organiques qui vraisemblablement augmenteront aussi, mais donc organiques, c'est-à-dire issus de l'élevage, du fumier, du lisier. Encore faut-il en trouver. Et puis, vraisemblablement, leur coût risque lui aussi d'augmenter un petit peu. Ou, on l'a dit également, changer un petit peu son assolement, l'orienter vers des cultures moins consommatrices d'azote. On a parlé de la luzerne, mais c'est aussi le cas des pois, des févroles, du soja. Toutes les légumineuses. Toutes les légumineuses qui, on l'a dit, n'ont pas besoin d'azote. Alors, est-ce que dans cette situation de crise, atténuée un petit peu par rapport à ce qu'on vient d'expliquer, aujourd'hui les pouvoirs publics réagissent? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une loi d'urgence agricole qui est en train avec plus de 2000 amendements, on ne sait pas ce qui va pouvoir en sortir, et il y a aussi l'Europe qui est préoccupée parce que ça n'est pas qu'un problème franco-français. Tout à fait. Alors comme d'habitude, c'est une réaction de dernière minute. L'Union européenne a échafaudé un plan en 3 volets, notamment pour sortir de la dépendance aux importations d'engrais. Donc il y a un volet court terme qui sera en fait un déblocage de sommes d'argent pour aider les agriculteurs les plus en difficulté. Mais il y a surtout pour le moyen terme 2 autres orientations sur lesquelles l'Europe veut agir. C'est mieux valoriser les déchets organiques,
donc les résidus de fumier, les fumiers et les lisiers. Donc c'est faciliter leur transport, ouvrir par exemple l'incorporation, mettre en place, imposer de l'incorporation d'engrais organiques dans les engrais de synthèse. Ça serait quelque chose de tout à fait nouveau. Un peu à l'exemple de l'éthanol qui est incorporé dans l'essence pour réduire la dépendance aux carburants fossiles. Donc mettre du lisier ou du fumier dans des engrais de synthèse, eh bien ça permettrait là aussi de réduire notre dépendance finalement aux engrais de synthèse. Et puis il y a une troisième voie qui est la relocalisation et la décarbonation des engrais. Et l'idée, c'est que ce secteur des engrais bénéficie en fait des fonds pour l'innovation et des revenus du marché du carbone pour développer des engrais alternatifs décarbonés. Parce qu'il faut savoir aussi que la mise en place du marché du carbone aux frontières depuis début d'année 2026 pénalise effectivement l'importation d'engrais par des taxes. Donc ça renchérit encore un peu plus effectivement l'entrée des engrais. Donc on voit que ce conflit et l'augmentation du prix de l'énergie a des répercussions tous azimuts dans beaucoup d'endroits et remet en question beaucoup de choses. Et donc il y a de quoi réfléchir pour trouver des solutions qu'on trouvera sans aucun doute. En tout cas, voilà l'explication qu'on voulait vous donner. J'espère qu'elle a été claire et on vous dit à très bientôt sur RCF. Au revoir à tous. Au revoir.